On aime croire que nos pensées nous appartiennent, que ce que nous ressentons, ce que nous décidons, ce que nous pensons, vient uniquement de nous. Et pourtant, au cœur de la guerre froide, une organisation bien réelle, la CIA, a lancé un programme secret dont l'objectif était précisément de remettre cette certitude en question, le projet MKUltra. Une série d'expériences menées dans l'ombre pour comprendre jusqu'où il était possible de manipuler l'esprit humain, sans que la personne ne s'en rende compte. Au cœur des années 1950, dans un monde figé par la tension permanente de la guerre froide, alors que les grandes puissances vivaient dans la crainte constante d'un conflit nucléaire, une autre forme de guerre, beaucoup plus discrète mais infiniment plus dérangeante, se développait loin du regard du public, une guerre qui ne visait ni les territoires ni les armées, mais directement l'esprit humain. Désormais perçu comme un champ de bataille à part entière, où la domination ne passait plus par la force physique mais par la capacité à influencer, altérer, voire contrôler la pensée elle-même. Dans ce climat de peur et de suspicion, la CIA commence à envisager sérieusement une hypothèse qui, jusque-là, semblait appartenir à la fiction. Celle selon laquelle il serait possible de manipuler un individu au point de modifier ses décisions, ses souvenirs, ou même sa perception de la réalité. Une idée qui prend de plus en plus de poids à mesure que circulent des récits de prisonniers de guerre revenus profondément transformés, comme déconnectés de leur identité, capables d'agir contre leurs propres convictions avec une froideur troublante. Face à cette menace perçue, une décision est prise, celle de ne pas rester en arrière dans cette course invisible, et de lancer un programme secret destiné à explorer les limites de l'esprit humain. Un programme qui sera confié à un homme aussi discret qu'influent, Sidney Gottlieb, dont la conviction profonde repose sur une idée simple mais inquiétante, à savoir que si l'on peut briser un esprit de manière suffisamment radicale, alors il devient peut-être possible de le reconstruire selon des schémas entièrement contrôlés. Très rapidement, ce programme dépasse le cadre théorique pour entrer dans une phase expérimentale d'une ampleur considérable. Caractérisée non seulement par la diversité des méthodes employées, mais surtout par l'absence fréquente de consentement des individus concernés. Transformant des patients psychiatriques, des prisonniers, et parfois même de simples citoyens en sujets d'expériences menées dans le plus grand secret, sans qu'ils aient la moindre idée de ce qui leur était réellement infligé. Parmi les outils utilisés, une substance attire particulièrement l'attention des chercheurs. Le LSD, encore mal compris à l'époque, mais perçu comme une clé potentielle permettant de perturber profondément les repères mentaux, de fragiliser la perception de la réalité, et d'ouvrir une brèche dans laquelle il deviendrait possible d'introduire de nouvelles influences, voire de nouvelles constructions mentales. Ce qui rend ces expérimentations particulièrement troublantes, c'est qu'elles ne se limitaient pas à des environnements contrôlés, mais pouvaient également se dérouler dans des contextes parfaitement ordinaires, où des individus recevaient ces substances à leur insu, dans un café, lors d'une rencontre, ou même chez eux, sans comprendre pourquoi leur perception du monde se déformait soudainement, ni pourquoi leurs pensées semblaient leur échapper, provoquant des épisodes d'hallucination, de paranoïa intense, et parfois des troubles psychologiques durables. Mais le programme ne s'arrête pas à l'usage de substances chimiques, car il explore également d'autres méthodes, souvent encore plus radicales, comme la privation sensorielle prolongée, où un individu est isolé de toute stimulation jusqu'à ce que son esprit commence à se désorganiser, ou encore l'utilisation combinée d'hypnose et d'électrochocs, dans l'espoir de désintégrer les structures mentales existantes pour pouvoir, en théorie, les reconstruire autrement. Derrière ces pratiques se cache une logique froide, presque mécanique, selon laquelle l'esprit humain pourrait être réduit à un ensemble de processus manipulables. Une idée qui se heurte rapidement à une réalité beaucoup plus complexe, car les résultats obtenus sont loin d'être maîtrisés, produisant souvent des effets imprévisibles, transformant certains sujets en individus profondément instables, incapables de retrouver un équilibre normal, comme si une partie essentielle de leur identité avait été irrémédiablement altérée. Cette dérive devient particulièrement visible à travers le cas de Frank Olson,
Un scientifique lui-même impliqué dans des programmes sensibles, qui, après avoir été exposé au LSD sans en être informé, voit son comportement se détériorer rapidement, sombrant dans une paranoïa intense et une détresse psychologique profonde, jusqu'à ce qu'il chute d'une fenêtre dans des circonstances qui, encore aujourd'hui, restent entourées de zones d'ombre, oscillant entre accident, suicide, et hypothèses beaucoup plus troublantes. Malgré ces dérives évidentes, le programme se poursuit pendant plusieurs années, protégé par un secret strict, jusqu'à ce qu'au début des années 1970, dans un contexte politique plus tendu et face à un risque croissant de révélation, une décision radicale est prise, celle de détruire une grande partie des documents liés à projet MKUltra, effaçant ainsi des milliers de preuves et rendant impossible toute reconstitution complète de ce qui a réellement été accompli. Ce n'est que grâce à quelques archives survivantes que l'existence du programme finit par être révélée, provoquant un choc profond, non seulement à cause des méthodes employées, mais surtout parce qu'elles avaient été mises en œuvre par une institution censée protéger la population, soulevant une question fondamentale sur les limites de ce qui peut être justifié au nom de la sécurité. Car au-delà des faits eux-mêmes, ce qui rend cette histoire profondément dérangeante, c'est l'incertitude qu'elle laisse derrière elle, car si certaines expériences ont échoué, d'autres ont nécessairement produit des résultats, même partiels, même imparfaits, et ces résultats, une fois obtenus, deviennent des connaissances qui ne disparaissent jamais totalement, laissant planer un doute persistant sur ce qui a réellement été compris. Ainsi, même si le programme est officiellement terminé, il laisse derrière lui une question qui ne trouve jamais de réponse claire, une question qui s'installe lentement et qui continue de résonner bien après que l'histoire semble terminée. Car une fois que l'on accepte l'idée que l'esprit humain peut être influencé, même légèrement, alors la frontière entre une pensée libre et une pensée manipulée devient beaucoup plus floue qu'on ne l'imagine. Et dans cette zone d'incertitude, il devient difficile de ne pas se demander si tout ce que nous pensons nous appartient réellement, ou si, quelque part, certaines de ces pensées ont été, au moins en partie, orientées. Et si cette histoire te dérange? Ce n'est peut-être pas un hasard, parce que le projet MKUltra ne laisse pas seulement des réponses derrière lui. Il laisse surtout des doutes, des zones d'ombre, et cette idée persistante que certaines choses ont été découvertes, puis simplement dissimulées. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout, et si tu veux découvrir d'autres dossiers réels, troublants, et souvent oubliés, alors abonne-toi à la chaîne, parce que certaines histoires méritent d'être racontées, même quand elles dérangent.